Le Val de Drôme a connu dans l'Antiquité une histoire prestigieuse. Les Romains ont donné à Die un grand rayonnement. Ils ont trouvé sur place une peuplade, les Voconces, qui disposait d'un immense territoire. Malgré les traces qu'ils nous ont laissées, il reste encore très mystérieux. D'après les textes, puisque c'est que les textes qui peuvent nous donner les noms, donc soit l'épigraphie, soit les textes antiques écrits, on peut remonter grosso modo à 125 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où les Romains arrivent ici. Alors c'est quelque chose d'assez classique de toute façon, puisque les peuples gaulois ne connaissent pas l'écriture, et donc on ne peut les connaître qu'à partir du moment où des gens qui connaissent l'écriture ont écrit dessus. Alors le mot Voconce n'apparaît qu'en 125 avant Jésus-Christ. Il est bien évident que la peuplade existe bien avant. On peut la faire remonter au moins au début du deuxième âge du fer, c'est-à-dire aux environs de 350 avant Jésus-Christ. Par contre, là, ça pose tout de suite deux problèmes. D'une part, on ne sait pas ce que veut dire le mot Voconce, ni ce que recouvre l'idée Voconce. On ne sait pas s'il s'agit d'un peuple, s'il s'agit d'une dynastie, possible aussi. Les Mérovingiens, c'est à la fois un peuple et une dynastie, c'est surtout une dynastie. Ça peut être aussi le nom d'un corps d'armée ou d'une armée, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et quand on compare ça avec l'idée qu'on se fait de leur territoire, là aussi on a quelques petits problèmes, c'est-à-dire que c'est un territoire assez étendu, dont on ne sait pas si il recouvre un peuple des Voconces qui recouvre l'ensemble du territoire, ou si c'est une partie de ce peuple qui va dominer les autres. Donc les Voconces se constituent un territoire sur les territoires d'autres peuplades qui portent d'autres noms. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment où, au moins, il y a des gens, les Vertacomicores, ou les Vertamocori, comme on voudra, qui peut-être arrivent d'Italie et qui s'installent sur le territoire des Voconces. Pour l'époque romaine, on peut avoir une délimitation qui est relativement précise, donnée là par des auteurs antiques. Notamment un qui nous explique qu'on rentre sur le territoire des Voconces un petit peu au nord de Manosque et qu'en remontant la vallée de la Durance, on ressort du territoire des Voconces au niveau de Chorges. Après, l'archéologie et les inscriptions nous apprennent aussi que Vaison, évidemment, fait partie du territoire des Voconces. Le Diois fait aussi partie de ce territoire jusqu'à Oust. Oust étant Voconces. Au-delà d'Oust, Cré par exemple, à 5 bornes, on suppose que c'est la frontière, mais à la limite entre les Voconces et la colonie de Valence. On sait que ça recouvre au moins les 2/3 du massif du Vercors, jusqu'à la Bourne. Au-delà, on ne sait pas. Et sur le Trièves, qui fait partie du territoire des Voconces, on redescendrait quelque part entre Clermont et Vif. C'est immense quand même. C'est un territoire immense, ouais. En fait, en superficie, c'est le deuxième territoire de la Narbonnaise. Après les Allobroges. Parce que les Allobroges, c'est quand même Vienne-Genève, là, ça couvre la surface. Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir une documentation sur ce sujet ? De toute façon, on part des auteurs latins, parce que c'est quand même le plus simple, c'est des gens qui ont écrit, donc c'est des textes qui sont a priori compréhensibles, et je dis bien a priori, et puis après on rajoute là-dessus tous les apports de l'archéologie. Et dans l'archéologie, j'entends aussi l'épigraphie, évidemment. Parce que l'épigraphie fait partie de l'archéologie. Avant de lire une inscription, il faut déjà la trouver. Et trouver une inscription, ça, c'est de l'archéo, tout de suite. Après, on a un autre problème, c'est que même si Tite-Live nous donne les noms des peuples avec leur situation à l'époque des faits d'Hannibal, à moins qu'il nous les donne à son époque à lui, rien ne nous indique que ces situations-là sont les mêmes à 150 ans de différence. C'est-à-dire que les Voconces ont pu élargir leur territoire ou le restreindre. Les Allobroges également ont pu élargir leur territoire ou le restreindre. Donc voilà, la frontière entre les Allobroges et les Voconces, à l'époque de Tite-Live, on sait à peu près où c'est. À l'époque d'Hannibal, rien ne nous dit que c'est au même endroit.
On va séparer les voconces d'avant la conquête romaine des voconces d'après la conquête. Pour les voconces d'avant la conquête romaine, c'est plus facile, on sait pas grand-chose. Voire quasiment rien, en tout cas pour cette période du deuxième âge du fer. Pour le premier âge du fer, on ne sait pas mieux. Plus on s'éloigne, étonnamment, plus on a de sites archéologiques qui nous expliquent un certain nombre de choses. On a des éléments de culture matérielle qui nous montrent une forme de... Je ne vais pas parler d'unité, je vais parler de cohésion territoriale, qu'on pourrait faire remonter jusqu'à 2005 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire extrêmement tôt. Alors là, je prends les choses vraiment avec beaucoup de pincettes, parce que 2500 ans de cohérence territoriale, c'est juste pas possible. Qu'est-ce que vous appelez la culture matérielle ? Alors la culture matérielle, c'est ce qu'on trouve en archéologie, c'est-à-dire des objets qu'on peut mettre en concordance de site en site. Est-ce que ça veut dire, par conséquent, que si on suivait cela, ça voudrait dire qu'on pensait que les voconces sont là depuis 2500 ans avant Jésus-Christ ? Alors justement, on ne va pas parler de voconces, on va dire juste que sur un territoire donné, on a à intervalles de plusieurs milliers d'années des cohérences qui se mettent en place. Il y a 2500 ans, cette cohérence elle est donnée par un type de silex taillé qu'on appelle la pointe de cigotier. C'est pointu à un bout, c'est arrondi à l'autre. Et ça, on le retrouve sur la moyenne vallée de la Durance. C'est extrêmement étonnant parce qu'il y a en effet 2500 ans d'écart. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion ? Simplement qu'il y a du trafic de part et d'autre du col de Cabre. Ça, on est sûr. Après, dire que c'est les mêmes populations et que c'est ces populations-là qui vont donner naissance aux voconces plus tard, c'est aller beaucoup trop loin. Ensuite, plus proche de nous, toute proportion gardée, sur la fin de l'âge du bronze, c'est-à-dire dans les années 1800 avant Jésus-Christ, entre 1000 et 1800 avant Jésus-Christ, là aussi, on retrouve une cohérence territoriale. C'est-à-dire, un exemple tout bête, on a dans le Haut-Diois, à Beaurières, une lame de fossile dont on a la jumelle à Cap. Et elles sont sorties du même moule. Donc c'est la même personne qui a moulé les deux, et il y en a une qui se retrouve d'un côté du col de Cabre, l'autre de l'autre côté du col de Cabre. On n'a pas que cet élément-là, mais là c'est vraiment l'élément emblématique. Ça nous explique quand même que le col de Cabre n'est pas une barrière, mais une frontière, et que ça circule largement de part et d'autre. Si on remonte encore beaucoup plus loin, en néolithique, on s'aperçoit qu'en effet, ce col de Cabre est tout à fait utilisé, et c'est pas le seul. On suppose que les autres cols, qui donnent notamment sur l'Uslacrote, sur le Trièvre, etc., sont extrêmement utilisés, et on a même réussi, là c'est les collègues qui mettent en évidence que sur un site de Minglon, dans le Haut-Diois, à côté de Châtillon, on rassemble des matériaux qui viennent d'un petit peu partout, de l'obsidienne qui vient de Sardaigne, il y a du quartz qui vient des Grandes Alpes, c'est-à-dire les Alpes plutôt suisses ou savoyardes. On a le matériau de base pour fabriquer des haches polies qui vient du Piémont italien. Tout ça est rassemblé à Minglon et repart ensuite vers la vallée du Rhône notamment, sous forme transformée. C'est-à-dire qu'on reçoit des matériaux bruts et on exporte des outils manufacturés, on va dire. Là aussi, c'est extrêmement étonnant. Et là, on est vers 4000, 3000 avant Jésus-Christ. Ah oui. Donc déjà, on va pas parler de commerce international, mais en tout cas un transit international, oui, qui se fait il y a plus de 5000 ans. Ça nous apprend que la vallée de la Drôme est de toute façon une voie de circulation. Et une voie de circulation qui permet de relier la vallée du Rhône à l'Italie, c'est la voie la plus courte, col de Cabre, Mont-Genèvre. C'est la voie la plus pratique. Le Mont-Genèvre est le plus bas des cols. Si on ne veut pas redescendre sur Nice, évidemment, ça fait un détour. Et cette voie de circulation, elle est utilisée donc dès le néolithique, probablement bien avant encore, pas pour le même genre de transit, et elle continue d'être utilisée quasiment sans discontinuer jusqu'au XVe siècle. Donc le Claps de Luc, qui s'effondre en 1443, et qui va couper la rivière, la vallée et la route. À ce moment-là, la route n'est plus praticable, et le commerce... Là, on peut parler de commerce international pour le Moyen-Âge, le commerce s'interrompt. Économiquement, c'est la fin du Diois.
comment ces gens sont-ils organisés, si je puis dire, à l'intérieur du groupe, si on le sait? On a des éléments sur ce qui se passe juste après la conquête romaine. Sans doute dans les années 70-60 avant Jésus-Christ, les voconces signent un traité d'amitié avec Rome. Un traité d'amitié, c'est un traité. Ils signent un traité avec Rome, parce que quand on signe un traité avec Rome, la notion d'égalité dans l'Antiquité n'existe pas. Quand on signe un traité avec Rome, c'est un traité de sujétion. C'est-à-dire qu'il y a Rome et il y a la personne qui signe, enfin les personnes qui signent un traité. Là, il faut être clair. Mais ce qui permet aux voconces, alors soit de conserver d'anciennes structures de pouvoir qui datent de l'époque de l'indépendance gauloise, éventuellement, soit de mettre en place des structures de pouvoir qui, de toute façon, sont différentes de celles que les Romains vont mettre en place sur l'ensemble de la Narbonnaise. Les voconces ne dépendent pas de l'administration du gouverneur de la province, qui est à Narbonne, mais ils s'administrent eux-mêmes. Et en fait, ce que les Romains demandent aux gens du coin, c'est d'entretenir et d'assurer de contrôler la route. Est-ce qu'on a idée de ce à quoi croient les voconces? Ils croient, à l'époque romaine, comme tout le monde, au panthéon gréco-romain. Ce panthéon-là, c'est quand même un panthéon qui est très méditerranéen, qui a une évolution assez complexe avec l'écriture. Pour les Gaulois, on est dans un panthéon qui est plus continental, avec une évolution sans écriture, c'est-à-dire avec des transmissions orales. Mercure est un dieu dont on sait par César que c'est un dieu extrêmement important pour les Gaulois de façon générale. Alors sans doute pas sous ce nom-là. L'importance de ce dieu est sans doute liée à sa fonction de protecteur des voyageurs, donc tout type de voyageurs. Et en général, on rajoute derrière commerçants et voleurs. Ce Mercure-là est un dieu très important chez les Gaulois, et comme par hasard, on le trouve en effet avec une certaine importance chez les voconces. Dans une optique géostratégique de transit, ça paraît logique en plus. Là, on retrouve chez les Gaulois un dieu qui est commun à Rome. Après, on en trouve un autre qui est un peu plus étonnant, c'est évidemment la déesse Andarta. C'est une déesse qu'on connaît pour l'époque romaine, c'est-à-dire que les inscriptions qui en parlent, on va les dater grosso modo de la fin du 1er et du 2e siècle. Et pourtant, c'est une déesse avec un nom gaulois. Ce qui voudrait dire que c'est quelque chose qui remonte avant l'époque romaine. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on n'a pas d'inscription du début du 1er siècle ou du 1er siècle avant Jésus-Christ qui nous parle d'Andarta? Sans doute, mais là ça reste encore une hypothèse, parce que c'est un culte qui est important localement, qui va continuer de façon, on va pas dire secrète, mais discrète, après la conquête, parce que c'est la divinité locale, donc elle a de l'importance, et qui pour une raison qu'on ne connaît pas, va être intégré dans le panthéon officiel romain quelque part vers la fin du 1er siècle. Et à ce moment-là, on peut utiliser ce nom-là sur des inscriptions qui rendent compte de culte public. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un culte discret qui va se faire dans un jardin au fond d'un bois, enfin, etc. On rentre dans quelque chose qui est public, auquel les politiques, les élus municipaux locaux peuvent adhérer, peuvent faire de la démonstration, etc. Ce maintien d'un culte gaulois de façon discrète, c'est quelque chose de très intéressant, parce que dans le même temps, on sait aussi qu'au début de la conquête romaine, les Romains ont eu un gros problème avec la caste des druides. Les druides, tout ce dont on peut se douter, c'est que c'est des gens qui entretiennent la mémoire, c'est-à-dire qu'ils se passent les informations les uns les autres, probablement des pédagogues aussi, dans ce cadre-là, et puis évidemment une caste religieuse. Sachant que religion et pouvoir sont rarement séparés dans l'Antiquité, enfin sont jamais séparés dans l'Antiquité. Du coup, c'est vrai que les Romains, pour installer leur pouvoir sur la Gaule, vont être obligés ne vont pas pouvoir s'appuyer sur les druides et vont plutôt être obligés de les écarter. Ça peut être assez sanglant. On a un exemple alors, chez les voconces, un chevalier voconce, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un certain revenu, donc quelqu'un qui avait réussi en termes de richesse, qui est présenté à Rome à l'empereur Claude. Donc ça se passe, on va dire, dans les années 30, après Jésus-Christ. Et il porte un pendentif avec un œuf, enfin une pierre en forme d'œuf. Et quand Claude voit ça, Claude assimile ça à un symbole druidique et il fait mettre le chevalier à mort.
C'est-à-dire que les Romains partent de Rome elle-même, qui, en gros, c'est un petit village au départ, et puis ça s'étend. Ils finissent par prendre le contrôle des Étrusques, ils prennent le contrôle d'une partie du sud de l'Italie, qui est grecque à l'époque. Et puis, ils vont avoir des démêlés avec les Gaulois, ce qui va les pousser à remonter vers le nord. Ils vont finir par conquérir la première Gaule romaine, c'est-à-dire la Gaule cisalpine, c'est-à-dire en gros la vallée du Pô et tout le Piémont italien, puisque tout ça c'est gaulois au moment où les Romains le conquièrent. Et puis on continue à s'étendre. Les Romains à l'époque viennent de conquérir l'Espagne et ils ont besoin d'un couloir littoral qui leur permet aussi d'assurer les déplacements. Alors, à la fois des déplacements par voie de terre, mais aussi de sécuriser, donc d'empêcher les pirates, surtout le littoral méditerranéen. Pour conquérir ce littoral méditerranéen, ils vont remonter jusqu'à Lyon et ils vont aller jusqu'à Toulouse. C'est-à-dire qu'on s'écarte un petit peu du littoral. Au milieu, il y a les Arvernes qui, eux, vont résister. Qu'est-ce que ça change pour la région ? Qu'est-ce que ça change ? Sur le long terme, ça fait rentrer la région dans ce qui va devenir un empire, c'est-à-dire dans une entité géographique extrêmement large. Avant l'arrivée des Romains, enfin avant l'arrivée militaire des Romains, on sait évidemment que les Gaulois commercent avec le monde méditerranéen, comme ils commercent aussi avec le Nord. Simplement parce qu'il y a des choses qu'on trouve ailleurs et qu'on ne trouve pas chez nous, donc import-export, c'est quelque chose de tout à fait habituel. Pour faire du bronze, il faut du cuivre, le cuivre vient des Alpes, et il faut de l'étain vient d'Auvergne et surtout d'Angleterre. Donc il y a un commerce qui se met en place immédiatement, etc. Mais voilà, ce commerce, il est soumis à énormément d'aléas, parce que les peuplades ne sont pas toujours d'accord entre elles. Mais du coup, sur un commerce longue durée, long terme et longue distance, ça ne rend pas les choses beaucoup plus faciles. Alors que dans le cadre des conquêtes romaines, tout d'un coup, on intègre un espace beaucoup plus grand, où les échanges sont facilités, en sachant qu'il ne faut pas être hypocrite, les échanges sont facilités, pas pour tout le monde, pour ceux qui ont les moyens. Après, est-ce que ça va changer les choses en profondeur dans le mode de vie ? Au départ, sans doute pas. On sait que la conquête a lieu vers 125, il faut attendre un siècle, c'est-à-dire Agrippa, Auguste, dans les années 25 avant Jésus-Christ, pour qu'il y ait une véritable organisation administrative de la Gaule. Avant ça, on est dans une sorte de flou, où on profite qui peut, et puis ça s'arrête là. Mais dans un ensemble plus vaste. Il reste que, si je comprends bien, s'agissant par exemple de Die, il va y avoir, jusque dans la dimension monumentale, des traces absolument notables de ce passage des Romains, ce qui suggère qu'ils ont vraiment pris pied très, très fortement dans le territoire. Les Romains offrent un mode de vie qui fait envie. D'abord parce que c'est un mode de vie qui justement offre plus de possibilités. En étant citoyen romain, on s'intègre justement dans un territoire extrêmement vaste dans lequel les possibilités sont infinies. Ça donne un peu l'idée de la mentalité américaine en fait. Les Romains offrent une possibilité d'évolution sociale et qui peut monter très haut. Alors là encore, l'évolution sociale à l'époque romaine, pire que maintenant, c'est extrêmement limité en nombre. C'est-à-dire que 1% de la population peut-être, 2%, va accéder à ces hauteurs. Juste le statut de citoyen romain, je ne parle même pas le fait d'être sénateur, patricien, etc. Mais n'empêche que ça fait rêver, et du coup on adhère. Est-ce que vous, qui faites de l'archéologie, avec votre petite pelle et votre petite pioche, etc., entre l'avant et l'après, vous voyez physiquement des changements? Oui. Clairement. Alors un changement qui est un peu inattendu, mais qui est énorme, c'est le changement de cuisine. Et là on voit de façon assez rapide quand même, c'est-à-dire sur moins d'un siècle, sur moins de 4 générations, on a une adaptation de la céramique à des modes culinaires tout à fait nouveaux. On ne mange plus ni la même chose, ni de la même façon. Et on ne le prépare plus de la même façon. Qu'est-ce qu'on voit apparaître comme aliment qui n'existait pas
Comment ça se passe? Pour l'époque gauloise, on va avoir pas mal de pots à cuire. Donc ce qui sous-entend des ragoûts, des soupes, des gruaux, enfin des choses de ce genre-là. Et avec l'époque romaine, on va voir apparaître de façon beaucoup plus nette tout ce qui est éléments de présentation de la nourriture, pas forcément d'ailleurs des assiettes individuelles, parce que là encore, ça peut être, on pioche à plusieurs, enfin, etc. Mais par contre, on va avoir beaucoup de plats divers dans lesquels on va piocher au cours du même repas. Une vaisselle qui change énormément aussi, c'est-à-dire que c'est plus de la production locale ou semi-locale, c'est des choses qui viennent de beaucoup plus loin. Et toutes les céramiques commencent à vouloir prendre le même répertoire de formes. Enfin, il y a une forme d'uniformisation qui se met en place. Et ça implique donc des changements sur la façon de préparer et de consommer les repas. J'aimerais que vous nous donniez une idée de ce que signifie le peuplement de cette région en termes de densité et tout simplement du fait que les gens se connaissent, se rencontrent. Cette question est un véritable cauchemar. Parce qu'on n'a absolument pas les moyens d'y répondre. Il faut bien savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que pour l'époque gauloise, on ne sait pas trop comment ça se passe. Pour l'époque romaine, un petit peu mieux. Une famille, c'est à la fois beaucoup et peu de personnes, parce qu'il y a une mortalité qui est quand même assez importante, ce qui veut dire aussi, j'aime horreur de ce mot, mais j'aime bien l'utiliser pour ça, il y a un turnover qui est assez rapide. Vous avez une espérance de vie de l'ordre de 30 ans en moyenne, parce que les gens qui arrivent à 90 balais sans aucun problème. Mais en moyenne, c'est 30 ans l'espérance de vie, forcément le turnover est rapide. Cela dit, une famille, ça peut représenter pas mal de gens, mais en plus une famille riche, ça va avoir des clients, donc des familles alliées, des associés, etc. Et puis des esclaves. Et la population d'esclaves, là, c'est extrêmement difficile de chiffrer ça. Donc dans ces conditions, sachant qu'on a du mal à préciser de quoi on parle, chiffrer une population, c'est juste impossible. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire une estimation de quel est le débit d'eau qui arrive dans une ville, en tout cas disponible, et combien de litres par personne ça peut représenter par jour. Ça peut donner une idée. Dans ces conditions-là, sachant qu'on n'a pas encore calculé le débit des deux aqueducs qui amènent de l'eau à Die, sachant qu'en plus, pour l'instant, on en connaît deux, moi rien ne m'indique qu'il n'y en a pas un troisième qui se traîne quelque part et qu'on n'a pas encore trouvé, faire une estimation de la population de Die, non, j'ai pas la possibilité de le faire. Et si je vous dis que ça tourne entre 5 et 10 000 personnes, et que ça peut être un petit peu moins, peu de chance, un petit peu plus, peut-être, finalement, ça donne pas grand-chose comme indication. Il y avait dans ma question aussi la question de savoir si tous les villages, les points de peuplement que nous connaissons aujourd'hui, sont déjà des points de peuplement reconnaissants. Autrement dit, si profitant d'une certaine géographie ou obéissant à une certaine géographie qui présente des avantages et des inconvénients, les peuplements villageois aussi seront connus dès le temps des Vaucons. Le temps passant, les habitudes de vie sont pas les mêmes. Je vais prendre un exemple tout bête, proche de nous. 11e, 13e, 14e siècle, c'est une période où finalement on aime bien habiter des espaces fortifiés. Parce que dehors, c'est pas tranquille, et du coup on va se fortifier. Donc on va privilégier les villages perchés. Et puis passé le 14e, 15e, tout d'un coup on abandonne ces villages perchés parce qu'en plus il y a des problèmes de flotte. Il faut descendre à la rivière pour aller chercher de l'eau, ou alors avec des citernes qu'il faut entretenir, enfin c'est compliqué, et on va redescendre dans les plaines. Donc il y a des villages qui sont complètement abandonnés au profit d'autres villages qui se créent dans les plaines. Ces déplacements de population, ils se font en permanence. Pour l'époque gauloise,
On a plein d'exemples de villages perchés. On va appeler ça des villages perchés, ça s'appelle un oppidum. Dans le Diois, des oppidas, on n'en connaît pas. Alors, sans doute parce qu'on a mal cherché, sans doute parce que le caractère très érosif des terrains marneux nous aide pas beaucoup non plus. Il y a quand même des excuses. Mais voilà, on n'en connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on n'en connaît pas. Par contre, transition bronze-fer, vers 800 avant Jésus-Christ, on a 2 exemples on va pas parler de villages, c'est pas trop gros, c'est des hameaux au moins. En tout cas des lieux de peuplement qui sont installés dans une cluse, sur des éboulis, parce que c'est facile à mettre en terrasse, plus facile que de tailler dans le rocher. Des cabanes des cabanes, c'est des maisons, hein, c'est quand même assez bien foutu. Pour le coup, c'est pré-gaulois, on va dire, fin de l'âge du bronze. Ils s'installent dans des lieux qu'on n'attendait pas du tout, et sur lesquels nous, on n'aurait pas l'idée de s'installer à l'heure actuelle. Donc là encore, est-ce que les villages actuels sont représentatifs d'un peuplement gaulois ? Absolument pas. Pour la majorité d'entre eux, certains peut-être. Est-ce qu'ils sont représentatifs des lieux de peuplement romains ? Un petit peu plus. Par contre, il n'y a pas de continuité absolue entre la villa romaine, c'est-à-dire ce grand établissement agricole avec maison de maître. Cette ville-là ne va pas forcément donner lieu à un village. Une église n'est pas forcément sur un lieu déjà occupé par les Romains. Ça arrive régulièrement, je dirais pas souvent, je dirais régulièrement, mais c'est pas à tous les coups, ça marche pas à tous les coups. Et donc on a des églises qui s'installent dans des villages médiévaux, qui s'installent à des endroits où il y avait déjà une villa romaine, et d'autres qui s'installent à des endroits où il n'y avait pas de villa romaine. D'une chose qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est l'évolution du paysage aussi. Début 20e, on a des montagnes qui sont totalement pelées, il n'y a plus un arbre. Et fin 20e, on a une avancée de la forêt qui est monumentale. À la fois parce que, extrême fin du 19e, on s'est aperçu que le manque d'arbres faisait des terrains extrêmement érosifs qui provoquaient des catastrophes dans les basses vallées, avec les inondations de Lyon, de Paris, dans les années 1830-1840, il y a eu des catastrophes terrifiantes, et que donc il fallait réaménager les terrains de montagne pour éviter qu'ils se cassent la figure dans les rivières, et que les rivières finissent par envahir les grandes villes. C'est ce qui a été fait à partir de 1860, et surtout à partir des années 1870, et ça a donné des résultats, les résultats qu'on peut voir quand on compare les cartes postales, tout le monde a fait le test. Enfin, je veux dire, bon. Ça, on connaît ça sur 120 ans. Bon, vous multipliez ça sur 2000 ans, voire 3000 ans, et ce que ça peut donner, c'est-à-dire qu'il y a un flux de la forêt, un reflux, etc. Donc, sur ces 3000 ans-là, on s'installe aussi dans des espaces qui sont exploitables, à un moment donné. Donc on va essarter, c'est-à-dire qu'on va couper les arbres pour s'installer, et puis après on abandonne la forêt reprend, et puis on va se réinstaller ailleurs, et ainsi de suite, donc ça bouge énormément. Ce qui simplifie pas le travail des archéologues, parce qu'en fait, potentiellement, des sites, il y en a partout.